Alors le sanguin, alors ça c'est un personnage des âmes mortes de Gogol. Nozdriov, c'est un sanguin. C'est un personnage de la littérature mondiale. Gogol, c'est la littérature mondiale, les âmes mortes. Je ne sais pas si vous avez lu. Ses forces. Alors lui, les forces du sanguin, c'est qu'il aime les personnes, il veut les rendre heureuses. Il est amical, il est communicatif, il est cordial, généreux, compatissant. Il est entreprenant, il aime l'aventure. Et aussi, ses sens externes sont toujours en éveil. Il remarque tous les détails. Les sanguins, ils voient tout, ils sentent tout, ils ressentent tout. Ils sont toujours en éveil. Leurs sens externes sont toujours en éveil. C'est des espions. Des espions. Tu les laisses 5 minutes dans la rue, après ils peuvent écrire un livre. Un mélancolique, tu laisses 5 minutes dans la rue, il peut écrire 2 mots. Il n'a rien vu, il n'a rien senti, il n'a vu personne. Tout est à l'intérieur de lui-même. Ou alors ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu, c'est purement subjectif, c'est purement intérieur. C'est purement émotionnel, alors que le sanguin, il a vu toute la réalité extérieure. Il l'a vu parfaitement. Il a une photo de tous les centimètres carrés. Tout ça, c'est inscrit dans son cœur et dans son âme et dans son corps. Ses faiblesses, c'est qu'il a du mal à contrôler ses sens externes. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Il a du mal à contrôler tout ça. L'amusement est pour lui la source principale de motivation. Les sanguins, si tu fais des séminaires de leadership, tu as intérêt à avoir beaucoup de jeux. Beaucoup, beaucoup. Ils ne peuvent pas rester assis comme vous avec moi pendant des heures, ça c'est impensable. Tu peux pas, non. Ça... Moi je sais que j'ai un public français quand même, il y a un peu de tout quoi. Mais en Italie, je ne pourrais pas faire ce que je fais avec vous. Hein. Et je n'en tiendrai pas 5 minutes. Il faut des jeux, il faut des trucs comme ça, il faut de la musique, il faut des clopes. Sinon, ça ne marche pas. Donc l'amusement est pour lui la source principale de motivation. Il est enclin à la superficialité et à l'instabilité, ça c'est vrai, le sanguin est enclin à la superficialité, à l'instabilité, c'est-à-dire qu'un jour, tu lui parles d'un projet, il dit « Ah ouais, c'est génial Alex, je suis prêt à donner ma vie pour ce projet ». Et le lendemain, il a complètement oublié. Il a un autre projet dans la tête. Et il ne s'en rend même pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Hein. S'il n'a pas de caractère, il ne s'en rend pas compte qu'il est superficiel. Bon, il est attiré par tout ce qui est nouveau. Et aussi, il veut plaire et il veut que tout le monde l'aime. Donc les sanguins, ils aiment qu'on l'aime. Tu vois. Le mélancolique s'en fout complètement qu'on l'aime pas. Le colérique, alors là, il s'en fout absolument. Mais le sanguin, il a besoin d'être aimé. Il a vraiment besoin qu'on l'aime. Pour lui, c'est important. Que tout le monde l'aime. Voilà. C'est très diplomate, le sanguin. Très, très diplomate. Il ne peut pas dire non, par exemple, un sanguin. C'est trop dur pour lui de dire non à des êtres humains. À des personnes, dire non, c'est dur pour lui. C'est des êtres humains, ce n'est pas des choses. Comment je peux dire non? Donc c'est difficile quand tu leur dis « Est-ce que tu viens demain ?» Il te dira « Oui », mais en fait, il ne viendra pas. Donc c'est... Il y a une question intéressante qui est le problème de la catégorisation des personnes. Il vient d'avoir une bonne discussion là, avec une philosophe entre vous. Et en réalité, quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que les gens qui ne pratiquent pas, qui ne connaissent rien des tempéraments, ils catégorisent beaucoup plus. C'est ça le drame. Ils catégorisent, et ils catégorisent sur des fondements qui sont des fondements moraux. Alors que quand tu as cette vision du tempérament, en réalité, tu as tes 4 différents tempéraments et tu apprends à jouir de cette multiplicité que Dieu a créée dans la nature de la personne humaine. Et tu apprécies ces différences. Et ce sont des différences qui sont réelles parce qu'elles viennent de la création elle-même. Alors que si tu ne crois pas dans les tempéraments, c'est toi qui fais tes propres catégories. C'est toi qui catégorises. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a tous une tendance à catégoriser, parce qu'on est des êtres humains, on a envie de comprendre un certain nombre de choses. Et si notre catégorisation n'est pas une catégorisation qui est basée sur un minimum de science, eh ben ça va être nos catégories. Voilà. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de
toi qui veux une grande multiplicité des choses, donc tu ne veux pas qu'il y ait de catégorisation, en fait, tu vas tomber dans une uniformisation monstrueuse par tes propres catégorisations. Ça, c'est une réalité. Les gens qui respectent les talents, qui respectent les tempéraments, qui comprennent ce que sont les tempéraments, sont des gens qui aiment la multiplicité. Ils l'aiment. Et ils arrivent, quand tu vois un flegmatique et toi tu es colérique, tu comprends et tu aimes. Parce que tu comprends que c'est un don de Dieu, ce flegmatisme. Et tu aimes, tu dis c'est l'opposé de moi, mais cet opposé de moi, il est positif, il est bon. Moi, je ne suis pas comme ça, j'aurais pu être comme ça, je suis différent. Tu apprends à voir ces différences. Et au lieu de dire ces différences sont des instruments de haine, tu te dis ces différences, c'est des instruments d'amour. C'est des instruments de complémentarité. Moi, je suis un homme, toi, tu es une femme, c'est pour ça qu'on peut s'aimer. Au lieu de voir la haine et la concurrence, tu vois la complémentarité. C'est exactement pareil à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Au lieu de voir des complémentarités, on voit des antagonismes. Et donc on dit que tout le monde est pareil, la théorie du genre, il n'y a plus que le genre qui compte. Et voilà. Et donc on arrive à des conséquences qui sont dramatiques, toujours au nom de la liberté, au nom de la vérité, au nom de la multiplicité, on arrive en fait à un totalitarisme monstrueux. Et donc en reconnaissant ces catégories, qui sont des catégories, bien sûr, ce ne sont pas des catégories, ce sont des catégories scientifiques, mais ce sont quand même que des instruments pour arriver à se connaître soi-même. Ce ne sont pas des fins en soi. C'est pour ça que toi, fondamentalement, à quoi tu dois penser? Tu dois penser fondamentalement à la vertu que tu dois développer. Ce qui fait que le tempérament seulement te donne un certain nombre d'indications pour savoir dans quelle direction tu dois travailler pour développer ton caractère. Voilà la force du tempérament. Le tempérament, c'est pas la connaissance du tempérament, c'est pas pour connaître son tempérament. Ça, c'est dangereux. Ah ben moi, voilà, tu vois, je suis mélancolique. Donc le fait que je passe jamais à l'action, c'est normal. Moi, je suis colérique, donc le fait que je tape sur les gens constamment, c'est tout à fait normal. Donc t'as pas besoin de te préoccuper pour moi. Tu vois? Moi, je suis flegmatique. Donc je ne rêve pas, mais je suis réaliste. Et ça, c'est ma manière d'être. Et je serai toujours comme ça parce que je suis né comme ça. C'est terriblement dangereux de penser à ça. C'est-à-dire que le gamin qui rentre à la maison le soir et qui dit à sa mère « je fais ce que je veux parce que je suis colérique », ça c'est mon caractère. La mère doit répondre « non, ça c'est l'absence de caractère. C'est que tu n'es qu'un produit purement biologique. » Donc ça c'est important d'arriver à comprendre quel est le sens finalement. Je remercie beaucoup cette personne qui m'a posé cette question là, pendant l'entracte. Le sens de tout ça, c'est d'avoir une direction pour développer la vertu. Ce n'est pas de se catégoriser soi-même. C'est de savoir exactement d'où je pars. Voilà. Quel est mon point de départ? Et une fois que j'ai bien déterminé mon point de départ, il m'est beaucoup plus facile de savoir où est le point d'arrivée. Si je ne sais pas quel est le point de départ, j'ai beaucoup de mal à savoir quel est mon point d'arrivée. Et tu ne sais pas quelles sont les vertus qu'il faut fondamentalement que tu développes. Ici, on a vu, le colérique, il doit développer l'humilité. Et ça, c'est terriblement vrai, ça. Tous les gens qui ont connu ici des colériques savent que c'est le problème du colérique, c'est souvent le manque d'humilité. Tous ceux qui ont connu des mélancoliques savent que le problème du mélancolique, c'est le problème réel de l'action. Donc, ce sont des catégories, c'est vrai, mais ce sont des catégories multiples. C'est-à-dire que, au lieu de nous concentrer sur nos propres catégories, celles que chacun d'entre nous a envie d'élaborer, ce sont des catégories scientifiques qui ont 2500 ans d'existence et sur lesquelles il faut encore se baser. Vous avez beaucoup de ce qu'on appelle de tests de personnalité que vous pouvez trouver sur Internet. Mais ces tests de personnalité, pourquoi ils sont inutiles pour vous? Ils sont totalement inutiles d'abord parce qu'il y a une confusion entre le tempérament et la vertu. 1. 2. Parce qu'ils ne vous disent pas ce que vous devez approfondir dans votre vie. Ils n'ont pas pour objectif de vous aider à devenir meilleur. Ils ont pour objectif fondamentalement de vous aider à communiquer avec les autres. Savoir, voilà, tel type de personne, voilà comment il faut le traiter, voilà comment il faut lui parler pour obtenir de lui ce qu'on a envie d'obtenir. Donc il y a un aspect manipulatif énormément dans les tests de personnalité. Et il y a beaucoup de tests de personnalité et il y a une grosse confusion. Il ne faut pas appeler ça test de personnalité. Je répète, le tempérament, ce n'est pas toute la personnalité, c'est seulement une petite partie qui est la partie biologique, qui est la partie de base sur laquelle on crée le caractère. Voilà, c'est tout. Et plus la personne avance dans la vie, plus elle développe le caractère, plus le tempérament, en fait, a une place petite. Tu vois? Plus tu développes la vertu, plus tu grandis en vertu, plus le tempérament, il occupe une petite place, à tel point que chez bien des personnes, tu ne reconnais même plus le tempérament.
parce que leur comportement extérieur est souvent complètement opposé à leur tempérament, par la force de leur caractère. Tu vois? Mais il y a quand même même des personnes qui sont très saintes, qui sont extraordinaires, tu vois tout de suite leur tempérament. Donc ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Ça, c'est mon expérience. Mais il ne faut pas penser que cette catégorisation va contre l'idée de la multiplicité des personnes. Au contraire, cette catégorisation minimale nous permet de voir comment il y a vraiment différents types de personnes, mais que parmi ces types de personnes, il y a certains types de comportements biologiques qui se répètent, tout simplement, et c'est une réalité. L'expérience montre que c'est une réalité, les 4 tempéraments. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Hippocrate n'aurait eu aucun succès, aucun avenir, et on ne parlerait plus de lui aujourd'hui s'il n'y avait pas une base scientifique dans ce qu'il nous a expliqué il y a 2500 ans. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et les vertus, c'est pareil. Les vertus telles qu'elles ont été développées par les anciens Grecs, avec les noms qu'elles ont, elles n'auraient aucun futur, aucun avenir, si elles n'avaient pas été reconnues jusqu'à l'heure actuelle comme les vertus réelles du caractère. Donc il y a une science derrière tout ça, il y a une expérience, il y a du temps. Et il faut leur faire confiance. Moi, je ne suis pas de ces types qui inventent des choses tous les jours. Je n'invente rien. Seulement, j'essaie de structurer, de montrer d'une certaine manière, nouvelle et moderne, du point de vue du leadership vertueux, sur la base de concepts qui ont été développés il y a très très longtemps et qui sont encore valides. Et qui sont valides plus que jamais, je dirais, aujourd'hui, face à ce totalitarisme de la pusillanimité et du relativisme. Il est très important de revenir à des choses stables et valides, des choses qui ont marché. Les sanguins, ils ont une réactivité momentanée, spontanée et éphémère. Donc le sanguin, au niveau de la délibération, il a des difficultés parce qu'il a tendance à être superficiel, il a tendance à sous-estimer les difficultés. Ça, c'est très clair. J'ai beaucoup travaillé avec des sanguins. Et le sanguin, s'il n'a pas beaucoup de caractère, eh ben c'est pas de problème, on y va, ça va marcher. Pas de problème, les gars, on y va. Donc le sanguin, il est convaincu qu'on va y arriver. Et en fait, tu ne peux pas y arriver. C'est impossible. Très souvent, c'est totalement impossible. Et il y a un moment où le sanguin, s'il n'a pas de caractère, ben, il ne s'en rend même plus compte qu'il est en train de dire des conneries. C'est vrai. Il est super enthousiasme, super, allez, c'est génial, c'est bon, super, on va changer le monde en 3 jours. Et le lendemain, il répond même plus à tes coups de fil. Il n'existe plus, tu n'existes plus pour lui. Il est sur un autre projet. C'est une réalité. C'est pas quelque chose de faux. Tu connais toi-même des gens comme ça. On connaît tous des gens comme ça. Ce sont des sanguins qui n'ont pas développé le caractère et ils sont insupportables. Voilà. Comme le colérique qui n'a pas développé le caractère, il est absolument insupportable. Et le mélancolique qui n'a pas développé le caractère, on va lui dire reste chez toi, on n'a pas besoin de toi. Tu vois, donc ces tendances sont réelles. Par contre, au niveau de la décision, il aime l'aventure, c'est un aventurier. Donc il se lance. Il se lance. Le problème, c'est que ça ne va pas durer, mais il se lance. Donc le sanguin aime prendre des décisions car il aime l'aventure. Mais dans le processus de délibération, il doit s'efforcer de vaincre la superficialité qui le menace en permanence. Crois-moi, ça va marcher. Affirment les sanguins sans penser sérieusement à ce qu'ils disent. Le sanguin doit regarder la réalité en face. Voilà, au moment de la prise de décision, le sanguin doit regarder la réalité en face. Il ne doit pas s'attacher seulement à cet optimisme naturel qu'il a pour encourager les gens. Il faut qu'il soit capable de regarder, de voir les problèmes réels. Autant le mélancolique, il ne voit que des problèmes, autant le sanguin, il ne voit aucun problème. Au niveau du courage, il a un gros problème au niveau de l'endurance. Il est enclin à la superficialité et à la frivolité. Il est instable dans ses émotions et dans ses idées. Il s'enthousiasme facilement, mais son enthousiasme est éphémère. Il aime commencer les choses, mais il oublie facilement de les terminer. Il est mal à l'aise dans les conflits. Il veut faire plaisir à tout le monde et être aimé de tous. C'est un problème au niveau de l'endurance. Et c'est le gros problème du sanguin, c'est l'endurance en fait. C'est la stabilité, l'endurance. Il aime l'aventure, ça c'est l'aspect positif. Il est audacieux, mais il n'est pas endurant. Donc voilà, le sanguin est facilement audacieux, sans nouveauté, sans intrigue, sans aventure, sans divertissement, il s'ennuie.
Mais le sanguin est inconstant dans ses sentiments, ses pensées, son travail. Son enthousiasme se transporte chaque jour vers quelque chose de nouveau. Le sanguin doit pratiquer l'endurance, la stabilité, la fidélité et la patience. Il doit s'efforcer de poser la dernière pierre à chacun de ses projets. Les gens disent très souvent, les Italiens, les Espagnols, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ils vont dire c'est les gens du Sud. La majorité des Italiens sont des colériques. Le caractère qui domine, c'est Don Quichotte, c'est le colérique. L'espagnol. Chez l'Italien, c'est le sanguin. Il a 15 téléphones dans la poche. Il parle avec tout le monde en même temps. Il est sur la communication absolue. Et c'est ça qu'on aime chez nous, chez les Italiens. Quand on pense à l'Italien, on pense à ça. Le type, il est complètement sur la communication. Il a 4 téléphones et en plus, il dirige sa voiture. Et puis, tu imagines des choses absolument incroyables quand tu penses à l'Italien. Parce que c'est un schéma. Mais c'est un schéma qui correspond à une certaine réalité. Tu vois, une réalité, la majorité des Italiens sont comme ça. Moi, j'ai connu beaucoup d'Italiens qui ne sont absolument pas des sanguins. Surtout si tu vas au nord de Rome, t'en rencontres de moins en moins. Au sud, on rencontre énormément. Au nord, de moins en moins. À Milan, il n'y a plus de sanguins, c'est pratiquement des Allemands. Donc il y a quand même une différence qui est réelle. Hein. Bon, il faut savoir de quoi on parle, mais c'est une réalité. Et les Africains, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, partout, hein, les Africains. Alors là, les sanguins, plus d'un sur deux, c'est un sanguin. Et il faut connaître ça, c'est intéressant à connaître, parce que tu sais parfaitement que si la personne, c'est pas une personne de caractère, etc., tu sais que ce qu'il dit, en fait, ça ne correspond à aucune réalité. Et si tu sais que c'est un gars sérieux qui travaille sur lui-même et qui a un minimum de caractère, tu commences à l'écouter, etc. Sinon, tu vois, c'est l'enthousiasme primitif et naturel. Donc, ce sont des réalités. Le sanguin a surtout besoin d'endurance. Thomas More, l'humanisme anglais et grand chancelier du roi Henri VIII, est un bon modèle de sanguin endurant. Thomas était toujours souriant, blagueur, communicatif. Mais il était aussi profond, constant et fidèle. Il refusa de reconnaître Henri comme chef autoproclamé d'une église de sa propre invention. Thomas More souffrit le martyre par décapitation, bien qu'il fût sanguin par tempérament et que son amitié avec le roi fût pour lui quelque chose de sacré. Il sacrifia tout et endura tout pour sauver l'intégrité de sa conscience. Thomas More, c'est un exemple extraordinaire d'un sanguin endurant. Donc c'est un sanguin, donc c'est un homme qui est complètement porté sur l'amitié, sur l'empathie, sur les hommes, sur la communication. C'est un type, il adore sourire, il adore faire des blagues. C'est un Italien biologique. Et cet Italien biologique, c'est un endurant. Et c'est le seul homme endurant d'Angleterre à son époque. Tout le monde va dire au roi, tu es un dieu. Il y en a un qui dira, au nom de ma conscience, je voudrais te dire que toi, mon ami Henri, tu n'es pas un dieu. Et il va être décapité. L'endurance, tenu jusqu'au bout, 15 mois dans la tour de Londres, terminé par la décapitation. Toute sa famille, dont sa fille bien-aimée Margaret, qui l'implore, qui lui dit « Mais non, abandonne la lutte, ça ne sert à rien. Tu as tort, papa. » Thomas, le sanguin, parce qu'il a un caractère extraordinaire, tient jusqu'au bout et il meurt avec le sourire, comme un sanguin, en faisant une blague. Comme un sanguin. Voilà, c'est tout, il ne dramatise pas. C'est un sanguin. Il ne dramatise rien. Mais il est endurant. Il est endurant jusqu'au bout. Voilà, donc tu vois, on peut être sanguin et être un être tout à fait excellent si on forge sur soi le caractère. Au niveau de la maîtrise de soi, il éprouve des difficultés à contrôler ses 5 sens externes. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. C'est l'amusement qui le motive plus que tout. Donc ça, il faut qu'il mortifie ses passions. Le sanguin doit vraiment mortifier ses passions externes, absolument. Sinon, il se laisse bouffer par l'ambiance, complètement, dévoré par tout ce qu'il y a autour de lui. Il faut qu'il vive beaucoup plus de l'intérieur. Si le colérique et le mélancolique doivent mortifier leurs sens internes, le sanguin, quant à lui, doit apprendre à contrôler ses sens externes. Il doit surtout mortifier la vue. Il aime la vie luxueuse, les vêtements distingués, les voitures de sport. C'est vrai tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Le sanguin, il adore les voitures de sport. Il adore les beaux habits. Il aime la vie luxueuse. On dit que le sanguin, il vit dans le moment présent.
Le mélancolique, il vit dans le passé. Le colérique, il vit dans l'avenir. Le mélancolique, c'est un nostalgique, il vit du passé. Il adore se rappeler, il a une mémoire d'enfer. Le colérique, il n'a pas de mémoire. Il fonce, il va de l'avant, il vit déjà dans l'avenir, il vit dans le résultat. Alors lui, le sanguin, il vit dans le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Il vit maintenant. Et alors le phlegmatique, on ne sait pas où il vit. Parce qu'il n'y a pas de quatrième catégorie. Au niveau de la justice, alors au niveau du bien commun, il y a un problème, il a tendance à l'instabilité dans ses entreprises. Il est instable, donc il a envie du bien commun, mais il est instable. Donc quand il est instable, c'est difficile de construire le bien commun. Par contre, il est très bon au niveau de la communication. Il est sympathique, il est communicatif, il est compatissant, il possède un bon esprit d'équipe, il adore l'esprit d'équipe. Les sanguins adorent travailler en équipe. Il a besoin des êtres humains, il a besoin de rigoler, il a besoin de s'amuser, il a besoin de faire des blagues, il a besoin des autres. Il a besoin, je répète, qu'on l'aime, il a besoin d'aimer les gens. Il se met facilement à la place des autres. Voilà, l'aspect positif du sanguin, c'est la communication. Donc le sanguin pratique facilement les vertus de la communication, mais pour construire le bien commun, il doit vaincre son instabilité. Il doit pratiquer les vertus d'endurance et de fidélité. Au niveau de la magnanimité, la difficulté est au niveau de la contemplation. Il a tendance à la superficialité dans ses réflexions. Et au niveau de l'action, il a tendance à l'instabilité dans ses actions. Bon, il aime l'aventure, c'est bien, il se lance. Il aime les grandes choses, il se lance. Mais comme il n'est pas très profond, il ne sait pas trop où il va. Et surtout, comme il manque de persévérance, eh ben, il est instable. Et donc, son action ne va pas très loin. Pour pratiquer la magnanimité, le sanguin doit vaincre sa superficialité et son instabilité. Je parlais aussi du problème intéressant qui est le problème du tempérament des personnes et de la culture d'un peuple. Il est évident qu'un tempérament provoque une certaine culture. Ça, c'est évident. Un tempérament provoque une certaine culture. C'est clair. Je vous ai parlé qu'aux États-Unis, la difficulté, c'est que ça n'existe pas, le peuple américain. Biologiquement, ça n'existe pas. Il existe, mais c'est une idée, c'est une culture, mais ce n'est pas un peuple au sens biologique du terme. Donc c'est très difficile de dire quel est le tempérament des Américains. Il y a une culture, et la culture, c'est vraiment le rêve américain, c'est vraiment une culture précise. Et elle est indépendante de toute biologie, cette culture, totalement indépendante. Par contre, tu as des peuples comme le peuple russe, peut-être le peuple italien, le peuple espagnol, sont des peuples qui ont développé une certaine biologie, et que cette biologie a entraîné aussi une certaine culture. Ça, c'est vrai. Bon, par exemple, c'est intéressant, tu vois, les Portugais, par exemple, sont des mélancoliques. Là, ils vivent à la limite de l'Espagne, on pourrait penser que c'est les mêmes personnes, pas du tout. Les Portugais sont en grande majorité des mélancoliques. Tu vois, c'est une culture différente de la culture espagnole. Voilà. Et pourtant, ils habitent vraiment aux frontières, c'est un petit peuple aux frontières. On pensait qu'il aurait pu être absorbé, il n'est pas du tout absorbé. C'est un peuple qui a sa propre entité, c'est pas des colériques, pas du tout. Voilà. Donc tu veux, la biologie, effectivement, engendre une certaine culture. Ça, c'est vrai. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est une bonne chose, c'est normal. La culture, c'est le fruit de ce que l'on est. Et la culture, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Au niveau de l'humilité, tu vois, il a tendance à l'instabilité dans le service. Donc, il veut te servir, tu vois, il est toujours disposé à servir, c'est l'aspect positif, mais l'aspect négatif, c'est que s'il ne grandit pas en stabilité, donc en endurance, ce ne sera pas un bon serviteur. Le sanguin est prompt à servir, mais pour servir véritablement et efficacement, il doit s'efforcer de pratiquer l'endurance, la stabilité et la fidélité.